Je m'appelle Tessa. J'ai 31 ans. Et d'aussi loin que je m'en souvienne, le mois de novembre a toujours eu un goût de bile. La plupart des gens voient le calendrier passer à novembre et pensent aux épices de citrouille, à la dinde et aux premiers achats de Noël. Moi, je le vois et j'ai l'estomac qui se noue. C'est la réponse pavlovienne d'une femme qui sait qu'elle est sur le point d'être enrôlée dans une guerre pour laquelle elle n'a jamais signé. Voyez-vous, dans ma famille, je ne suis pas Tessa, la designer UI, UX senior qui gère des infrastructures numériques complexes pour des entreprises du Fortune 500. Je ne suis pas Tessa, la femme qui possède son propre appartement à Chicago et paie sa propre hypothèque. Non, pour ma famille, je suis juste Tessa, la célibataire, celle qui n'a pas d'enfant, celle qui, selon eux, passe ses journées à jouer sur l'ordinateur. Et parce que je n'ai ni mari ni enfant, j'ai été désignée comme le chemin de moindre résistance de la famille. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière pour vous expliquer exactement ce que je veux dire. C'était Thanksgiving. Ma sœur Britney et mon frère Tyler étaient arrivés avec leur nichée. À l'époque, ils n'avaient que 4 enfants à eux deux. Aujourd'hui, ils en ont 6. J'avais passé 6 heures dans la cuisine à aider ma mère, Diane, à arroser la dinde, écraser les pommes de terre et dresser la table. J'étais épuisée. J'avais mal au dos. J'avais hâte de m'asseoir, de boire un verre de vin et de manger enfin ce que j'avais cuisiné. Mais quand nous sommes entrés dans la salle à manger, j'ai vu l'agencement. Il y avait la table principale avec la belle vaisselle, les verres en cristal et les bouteilles de vin. Il y avait 6 chaises, maman, papa, Britney, son mari, Tyler et sa femme. Et puis, dans le coin, contre le mur, il y avait une table de jeu pliante. Elle était bancale et recouverte d'une nappe en plastique. Là, étaient assis les tout-petits, hurlant et tapant avec leurs cuillères en plastique. Et il y avait une seule chaise de taille adulte coincée au milieu d'eux. J'ai regardé ma mère. J'ai demandé, « Maman, je m'assois où ?» Elle n'a même pas levé les yeux alors qu'elle servait du vin à mon frère. Elle a juste agité la main d'un geste dédaigneux et a dit, « Oh, il n'y avait pas assez de place à la grande table, Tessa. » Et puis, les petits ont besoin d'aide pour couper leur viande. Tu es tellement douée avec eux. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Si, ça me dérangeait. Énormément. J'avais 28 ans. J'avais conduit 2 heures pour venir. J'avais cuisiné la moitié du repas, et j'étais rétrogradée à la table des enfants pour servir de nounou non rémunérée pendant que les vrais adultes profitaient de leur dîner. Mais j'ai regardé mon père, qui était déjà ivre, et ma sœur, qui faisait semblant de ne pas entendre, et j'ai ressenti ce poids familier dans ma poitrine, le poids de l'obligation. Le fantôme de mon père me disant « Ne crée pas d'histoire, Tessa ». Alors, je me suis assise à la table pliante. J'ai passé mon Thanksgiving à essuyer de la purée sur le visage d'un bambin et à couper de la dinde en petits morceaux, tout en écoutant les rires et le tintement des verres de la table principale à 3 mètres de là. J'ai mangé mon dîner froid. C'était ça, la dynamique. C'était le rôle qu'on m'avait attribué, l'aide, la servante invisible. Mais cette année, quelque chose m'a semblé différent. J'étais fatiguée. Pas seulement physiquement, mais épuisée moralement. Je venais de terminer un projet massif au travail. J'avais enchaîné des semaines de 60 heures pendant 2 mois consécutifs. J'avais mis de côté une prime importante. Et pour la première fois depuis des années, je rêvais d'un Noël où je n'aurais pas à ramasser des papiers cadeaux ou à séparer des cousins qui se battent. J'étais assise dans mon bureau à domicile, contemplant le ciel gris de Chicago, quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Maman ». Je l'ai fixé pendant 10 secondes complètes. Mon rythme cardiaque a bondi. Cette angoisse, froide et vive, m'a envahi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pris ma meilleure voix de fille parfaite, et j'ai glissé pour répondre. Salut, maman, ai-je dit. Tessa, ma chérie. Sa voix était trop forte, trop enjouée. C'était une mise en scène. J'ai une nouvelle merveilleuse. Mon estomac s'est noué. Les nouvelles merveilleuses de ma mère signifiaient généralement un terrible désagrément pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Ton frère et ta sœur reviennent tous les deux à la maison pour toute la semaine de Noël. Et ils amènent tous les petits-enfants. Tout le monde sera là. Les jumeaux, Penny, Mason, Lily et même le petit Noah. J'ai fait le calcul mental. Ça faisait 6 enfants. 6 enfants de moins de 7 ans. Waouh, ai-je dit, en essayant de paraître enthousiaste. Ça va faire du monde. Exactement, a-t-elle gazouillé. Et c'est pour ça que j'ai un plan. Un plan de génie. Tu vas adorer. J'ai agrippé le bord de mon bureau. C'est quoi le plan, maman? Eh bien, a-t-elle commencé, et je pouvais entendre son sourire au téléphone. Comme nous serons nombreux,
la maison sera un chaos absolu. Et tu sais à quel point le bruit me stresse. Alors je me suis dit, ne serait-ce pas charmant si les adultes pouvaient avoir un Noël un peu vintage? Juste des dîners tranquilles, peut-être une dégustation de vin, un peu de détente. D'accord. Ai-je dit lentement. Et les enfants, c'est là que tu entres en jeu. A-t-elle dit, comme si elle m'accordait un immense honneur. Comme tu as cette grande et belle maison rien que pour toi, et que tu es si près de chez nous, j'ai dit à Britney et Tyler que les enfants pourraient faire une soirée pyjama chez Tata Tessa pendant 3 jours. Du réveillon jusqu'au 27. Ce n'est pas génial? Ce sera comme un petit camp de vacances pour eux. Je suis restée là, pétrifiée. Le silence s'est prolongé. Elle voulait que j'accueille 6 enfants, dont un bébé de 6 mois et des jumeaux de 4 ans, qui étaient de véritables ouragans humains, pendant 3 jours à Noël, seule. Maman, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Tu veux que je garde 6 enfants pendant 3 jours toute seule? Oh, ne sois pas dramatique. A-t-elle ri. C'est juste un moment en famille. Tu adores les enfants, et ce n'est pas comme si tu avais d'autres projets. Et voilà, le coup d'envoi. J'ai des projets, maman, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. J'ai du travail. J'ai des échéances. J'avais justement prévu de prendre quelques jours pour récupérer. Je suis épuisée. Récupérer? Elle a ricané. Récupérer de quoi? De rester assise en pyjama à cliquer sur une souris? Tessa, s'il te plaît. Ta sœur passe ses journées dans une classe avec 30 enfants qui hurlent. Ton frère est sur le terrain à vendre de l'immobilier, à conduire partout dans la ville. Ils ont du vrai stress. Ils ont besoin de cette pause. J'ai du vrai stress moi aussi, ai-je argumenté, même si je savais que c'était inutile. Je gère des systèmes entiers, maman. Si je fais une erreur, des entreprises perdent des millions de dollars. Elle m'a balayé instantanément. Ce n'est pas pareil. Personne ne dépend de toi. Tu n'as pas de bouche à nourrir. Tu as tout ce temps libre et ce grand espace vide. C'est égoïste de tout garder pour toi quand ta famille a besoin de toi. Ce n'est pas un espace vide. C'est chez moi, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mes joues. Et je ne suis pas une garderie, maman. 6 enfants, c'est impossible pour une seule personne. Le petit Noah a besoin d'une attention constante. Les jumeaux sont intenables. Je ne peux pas le faire. Je leur ai déjà dit que tu le ferais, a-t-elle dit. Son ton est passé du mielleux à l'acier. Ils comptent sur toi. Britney a déjà acheté une robe pour le dîner du réveillon. Tyler a réservé. Tu ne peux pas leur gâcher ça. Tu n'aurais pas dû leur promettre sans me demander d'abord, ai-je dit. Je dis non. Il y a eu une pause, un long silence pesant. Puis elle a laissé échapper un soupir qui ressemblait à un pneu qui se dégonfle. Je ne pensais pas que tu serais aussi difficile, Tessa. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ton père serait si déçu de t'entendre tourner le dos à la famille. L'évocation de mon père était un coup bas. Elle le savait, je le savais. Mais elle l'a utilisé quand même. C'est juste 3 jours, a-t-elle insisté. Vois ça comme ton cadeau de Noël à la famille, puisque tu n'achètes jamais de gros cadeaux de toute façon. Ça a piqué. J'achetais des cadeaux attentionnés chaque année. Mais comme ce n'étaient pas des gadgets Tapax en grave-l'œil et coûteux, ils étaient ignorés. Maman, je ne peux pas, ai-je répété. J'ai besoin de me reposer. Je pensais d'ailleurs peut-être partir pour Noël. Partir. Elle a ri, un son sec et aboyant. Partir où? Seule? Qui part en vacances seule à Noël? C'est pathétique, Tessa. Ce n'est pas pathétique. Je veux me détendre. Écoute, a-t-elle tranché. Je ne discute plus de ça. Les enfants arrivent chez toi le matin du 24. On les déposera vers 10 heures. Débrouille-toi. Tu es leur tante. Agis comme telle. Maman, attends. Je dois y aller. Mon club de bridge est là. Arrête d'être égoïste, Tessa. C'est déplacé. Clic. Elle m'a raccroché au nez. J'ai fixé mon téléphone, la main tremblante. L'audace. Le sentiment de supériorité absolue. Elle ne m'avait pas demandé, elle m'avait informé. Elle m'avait réquisitionné. Je suis restée assise là pendant 1 heure, à bouillir intérieurement. Mon esprit passait en revue les scénarios. Si je disais non à nouveau, elle lâcherait les Flying Monkeys. Britney m'appellerait en pleurant, disant que je détestais ses enfants. Tyler m'enverrait des textos agressifs, disant que je me prenais pour quelqu'un de supérieur. Et ma tante Sheila m'appellerait pour prier pour mon cœur endurci. Je me sentais piégée.
J'avais l'impression d'avoir à nouveau 16 ans et d'être punie pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'avais besoin d'un conseil. J'ai appelé Margot. Margot est ma meilleure amie depuis la fac. Elle est avocate, vive d'esprit et avec une tolérance zéro pour les bêtises. Elle est mon exact opposé. Quoi? A presque hurlé Margot au téléphone quand je lui ai raconté. Elle a dit que tu gardais les 6 enfants pendant 3 jours pour que les adultes aient un Noël vintage. Et tu as dit non? J'ai essayé. Elle m'a raccroché au nez. Elle a dit qu'elle les déposait le 24. Tessa, a dit Margot, d'une voix basse et dangereuse. Si tu les laisses faire ça, tu n'es pas une fille. Tu es un paillasson. En fait, tu es pire qu'un paillasson. Tu es un service public. Tu es comme l'électricité, on ne remarque ta présence que quand tu ne fonctionnes plus. Je sais, ai-je chuchoté. Mais je fais quoi? Si je refuse, ils vont faire de ma vie un enfer. Ils font déjà de ta vie un enfer, a rétorqué Margot. Écoute-moi. Tu dois tracer une ligne. Une ligne ferme. Rappelle-la. Dis-lui que c'est absolument hors de question. Je ne sais pas si je peux, ai-je admis. La culpabilité, Margot. C'est ancré en moi. Alors laisse-les te pousser, a dit Margot. Laisse-les te pousser jusqu'à ce que tu craques, parce que c'est ce qui va arriver. Et quand tu craqueras, j'espère que tu craqueras bruyamment. Je ne l'ai pas rappelé ce soir-là. J'étais trop lâche. J'ai pensé que je pourrais peut-être négocier. Peut-être que je pourrais ne prendre que les plus grands. Peut-être juste pour une nuit. Mais c'est alors que la goutte d'eau a fait déborder le vase. 2 jours ont passé. J'étais toujours dans l'incertitude, essayant de trouver comment naviguer dans ce champ de mine. J'ai décidé d'appeler ma mère une dernière fois. Je voulais être raisonnable. Je voulais proposer un compromis. Maman, ai-je dit quand elle a répondu. On doit parler du planning. Oh, super, a-t-elle dit d'un ton léger. Je suis contente que tu aies retrouvé la raison. Je suis en train de faire la liste des allergies des petits pour toi. Mason ne peut pas manger de fraises et le bébé a besoin d'un lait spécifique. Maman, écoute, les jeux interrompus. Je ne peux pas prendre les 6 pendant 3 jours. C'est dangereux. Je suis seule. S'il y a une urgence, je ne peux pas sortir 3 bébés de la maison. Je peux prendre les plus grands pour une nuit. C'est tout. Une nuit? Sa voix est descendue d'un octave. Ça ne nous aide pas, Tessa. La visite du domaine viticole est le 25. Le dîner est le 24. On a besoin des 3 jours entiers. Alors tu dois engager une nounou, ai-je dit fermement. Une nounou? Tu sais combien ça coûte pendant les vacances? On ne peut pas se permettre ça. Mais vous pouvez vous permettre une visite de vignoble et un dîner de gala? La question m'a échappé avant que je puisse m'en empêcher. C'est différent. On mérite bien de se faire plaisir. A-t-elle hurlé. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu dois toujours tout gâcher? Je ne gâche rien. Je veux juste avoir une vie, maman. Et c'est là qu'elle l'a dit. Les mots qui allaient résonner dans mon esprit pour le reste de mes jours. Les mots qui ont brûlé les ponts définitivement. Elle a ri, un rire froid et cruel. Ma chérie, soyons honnêtes. Tu es célibataire. Tu travailles en pyjama. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de vraie vie. Tu as des passe-temps. Tu as des distractions. Ton frère et ta sœur, eux, construisent un héritage. Ils élèvent la génération future. Ça, c'est une vraie vie. Alors arrête de faire croire que tes petits jeux d'ordinateur et ton appartement tranquille sont importants. Tu n'as aucune excuse. Tu vas le faire. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas un craquement sec, c'était un bruit sourd et étouffé. Comme une porte lourde qui se ferme et se verrouille à jamais. Ma vie n'était pas réelle. Ma carrière, ma maison, mon indépendance, mes amitiés, mes luttes, rien de tout cela n'était réel pour elle. Je n'étais qu'un pion, un personnage secondaire dans le film de sa vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un calme étrange et glacial m'a envahi. C'était le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. D'accord, maman? Ai-je dit doucement. D'accord? A-t-elle demandé, méfiante devant ma soudaine reddition. Oui. D'accord. Je comprends. Eh bien, a-t-elle soufflé, manifestement satisfaite de m'avoir intimidée. Je suis contente que tu vois enfin les choses comme moi. Je t'enverrai les détails pour les déposer. Assure-toi que la maison est sécurisée pour les enfants. Je le ferai, ai-je dit. Au revoir, maman.
J'ai raccroché. Je me suis assise et j'ai fixé le mur. Pas de vraie vie. Si je n'avais pas de vraie vie, alors je n'avais pas de vraie responsabilité. Et si je n'avais pas de vraie responsabilité, alors rien ne me retenait ici. Mon téléphone a bipé. C'était une notification de mail. Ma tante Sheila avait transféré un message à toute la famille, probablement par accident. Ou peut-être avait-elle simplement cliqué sur « Répondre à tous » sans réfléchir. C'était l'itinéraire familial. J'ai ouvert le mail. L'objet était « Noël, flux et logistique ». C'était un tableur détaillé. Ma mère était on ne peut plus organisée. Il détaillait chaque heure des vacances de Noël. 24 décembre, 10 heures, déposer les enfants chez Tessa. 24 décembre, 12 heures, brunch au champagne pour les adultes au Ritz. 24 décembre, 18 heures, dîner de gala. 25 décembre, visite du domaine viticole, toute la journée. 26 décembre, journée spa pour les filles, golf pour les garçons. 27 décembre, 10 heures, récupérer les enfants chez Tessa. Mais ce n'était pas le programme qui m'a fait bouillir le sang. C'était la note en bas, écrite par ma mère à l'attention de mon frère et de ma sœur. On pouvait y lire « Ne vous inquiétez pas de déranger Tessa ». Je lui ai parlé et elle a pratiquement supplié pour prendre les enfants. Elle se sent très seule et isolée ces derniers temps. La pauvre. Elle a dit que garder les petits était la seule chose qui lui permettrait de se sentir à nouveau membre de la famille. Elle veut tellement créer des liens avec eux. Donc, on lui fait en fait une faveur en la laissant les accueillir. Déposez-les et filez. Elle veut passer ce moment privilégié seule avec eux. Je l'ai lu 2 fois, puis 3. Elle mentait. Elle ne s'était pas contentée de me harceler. Elle avait menti à mon frère et à ma sœur pour se faire passer pour une héroïne et me faire passer pour une vieille fille désespérée et pathétique. Elle leur avait dit que j'avais supplié pour ça, que j'étais seule, que j'en avais besoin pour sentir que j'avais ma place. Si je disais la vérité à Britney et Tyler maintenant, me croiraient-ils? Ou maman déformerait-elle encore les faits? Dirait-elle que je faisais des caprices? Dirait-elle que j'avais promis et que je m'étais rétractée? J'ai réalisé à ce moment-là que les mots étaient inutiles. Les explications étaient inutiles. Dans cette famille, j'étais déjà la méchante si je disais non et la victime si je disais oui. J'ai repris mon téléphone et j'ai rappelé Margot. Elle m'a dit que je n'avais pas de vraie vie, ai-je dit d'une voix atone. Et elle a dit à tout le monde que j'avais supplié pour garder les enfants. Oh, que non, s'est exclamée Margot. Tessa, s'il te plaît, dis-moi que tu as un plan. Dis-moi que tu ne vas pas faire des biscuits et changer des couches pour ces gens-là. J'ai un plan, ai-je dit. Mais j'ai besoin de ton aide. Ton offre pour des conseils juridiques tient toujours? Toujours. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui donner raison, ai-je dit. Elle a dit que je n'avais pas de vraie vie. Alors, je vais aller m'en trouver une. Quelque part très loin d'ici. À quel point loin? À Hawaï, ai-je répondu. Et je ne vais pas leur dire. Margot a eu un hoquet de surprise, puis a laissé échapper un petit rire ravi. Tessa. C'est radical. Si tu fais ça, ils vont se retrouver coincés le soir du réveillon. Je sais, ai-je dit. Je veux qu'ils le sentent passer. Je veux qu'ils roulent jusqu'à chez moi, qu'ils déchargent 6 gosses et qu'ils réalisent que le paillasson a quitté l'immeuble. Ne les préviens pas, m'a conseillé Margot. Si tu les préviens, ils vont te culpabiliser. Ils débarqueront chez toi plus tôt. Ils t'empêcheront de sortir. Tu dois passer en mode protocole fantôme, complet. Protocole fantôme, ai-je répété. J'aime bien l'idée. Et pour les enfants? A demandé Margot. Ce n'est pas dangereux. Ma maison est fermée à clé. Il gèle à Chicago. Ils ne pourront pas entrer. Ils devront juste faire demi-tour et ramener les enfants dans le petit appartement de maman. Ce sera gênant, mais pas dangereux. Parfait, a dit Margot. Fais-le. Prends ton billet. J'ai ouvert mon ordinateur. Je suis allée sur le site de la compagnie aérienne. J'ai trouvé un vol pour Maui partant le soir du 23 décembre. Aller simple, première classe. Le prix était astronomique, 5 000 $. J'ai fixé le chiffre. C'était l'argent pour mes travaux de rénovation. C'était mes économies durement gagnées. Puis j'ai entendu la voix de ma mère dans ma tête. Tu travailles en pyjama. Tu n'as pas de vraie vie. J'ai cliqué sur « Confirmer la réservation ». Les 2 semaines suivantes ont été un exercice d'acteur. Je devais devenir une pierre grise, ennuyeuse, docile, inébranlable.
La méthode de la pierre grise est une stratégie psychologique pour traiter avec les narcissiques. Vous vous rendez aussi inintéressant que possible pour qu'ils perdent tout intérêt à vous provoquer. Mais moi, je l'utilisais pour cacher une bombe. Chaque fois que ma mère m'envoyait un message, je répondais par des réponses courtes et affirmatives. Tu es prête pour les enfants? J'y travaille. N'oublie pas d'acheter du lait bio. D'accord. Tu as sécurisé l'escalier? C'est fait. Je ne donnais aucune information. Je ne posais aucune question. Je la laissais simplement projeter sa réalité sur moi. Pendant ce temps, je démantelais ma vie. J'ai contacté mes clients et l'heure et dit que je serais hors ligne pendant 2 semaines en raison d'une urgence familiale. J'ai configuré une réponse automatique sur mes mails. J'ai appelé la société de sécurité qui surveille ma maison. Je leur ai dit que je serais absente et de mettre mon compte en alerte maximale. Si quelqu'un essaie d'entrer, même s'il a une clé, appelez la police, leur ai-je dit. L'opérateur m'a demandé si j'avais changé les serrures. Je les ai changées hier, lui ai-je répondu. Donc personne n'a de clé. Mais oui, si l'alarme se déclenche, appelez la police immédiatement. Ne m'appelez pas en premier. Compris. J'ai fait mes valises. Pas avec des joggings et des pulls raisonnables, mais avec des bikinis, des robes d'été et de la crème solaire. Je me suis acheté une nouvelle paire de lunettes de soleil à $300. Je dépensais de l'argent par pure colère. Le plus difficile a été la tromperie concernant la maison elle-même. Ma mère, méfiante comme toujours, a demandé des photos de l'installation pour le couchage le 22 décembre. Je veux m'assurer qu'il y a assez de couverture, a-t-elle écrit. J'ai paniqué une seconde. Mon salon était actuellement rempli de cartons parce que j'emballais mes objets fragiles. Mon PC de jeu coûteux, mon casque VR, ma table basse en verre. Tout ce que 6 enfants déchaînés pourraient détruire était en train d'être déplacé dans la pièce de stockage verrouillée au sous-sol. J'ai fait défiler mes photos sur mon téléphone. Il y a 2 ans, j'avais organisé une soirée pyjama pour les enfants d'une amie. J'ai trouvé une photo de mon salon couvert de matelas pneumatiques et de forts faits avec des draps. Ça avait l'air douillet et chaotique. J'ai envoyé la photo à ma mère. Tout est prêt, ai-je écrit en légende. Bien, a-t-elle répondu. Assure-toi de laver ces draps. Ils ont l'air poussiéreux. Elle a mordu à l'hameçon. J'ai ressenti une montée d'adrénaline. J'étais vraiment en train de le faire. Je me rebellais pour la première fois en 31 ans. Je désobéissais à un ordre direct. Mon voisin, Monsieur Henderson, était la dernière pièce du puzzle. Monsieur Henderson a 70 ans, il est grincheux et déteste le bruit. Il a horreur que ma famille vienne parce que les enfants courent sur sa pelouse. J'ai frappé à sa porte avec une bouteille de scotch. Monsieur Henderson, ai-je dit. Je pars pour Noël. Ma famille, ils risquent d'essayer de venir. Ils ont mal compris mon emploi du temps. Il a grogné, lorgnant le scotch. Est-ce qu'ils vont hurler? Probablement, ai-je dit. S'ils se présentent et font un scandale, n'hésitez pas à appeler la police. Vous avez ma permission. Ses yeux se sont éclairés. Le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu, a-t-il dit en prenant la bouteille. Le 23 décembre est arrivé. Le ciel au-dessus de Chicago était d'un violet meurtri, menaçant de neige. Il faisait un froid mordant, ce genre de vent qui traverse votre manteau. À l'intérieur de ma maison, c'était le silence, un silence étrange. J'avais fini de préparer la maison-leur. J'avais coupé la vanne d'eau principale. S'il réussissait d'une manière ou d'une autre à s'introduire, ce qu'il ne ferait pas, à moins de jeter une brique dans la fenêtre, il ne pourrait pas tirer la chasse d'eau ni faire couler les robinets. Mesquin? Oui. Nécessaire? Absolument. Je ne voulais pas rentrer dans une maison inondée parce qu'un bambin aurait laissé un robinet ouvert. J'ai baissé le thermostat à 13 degrés, juste assez pour empêcher les tuyaux de geler, mais assez froid pour être inconfortable. J'ai débranché le routeur. J'ai débranché la télé. J'ai parcouru les pièces, vérifiant toute une dernière fois. La chambre d'amis, habituellement accueillante, était dépouillée. Le matelas était nu. Les rideaux étaient tirés. On aurait dit une maison abandonnée, parce qu'elle l'était. Je me suis arrêtée devant le miroir du couloir. Je me suis regardée. J'avais l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, le teint pâle. Mais il y avait une étincelle dans mon regard qui n'y était plus depuis des années. Tu n'as pas de vraie vie, ai-je chuchoté à mon reflet. Regarde bien. J'ai pris ma valise. Elle était d'un jaune éclatant, facile à repérer sur un tapis roulant. J'ai commandé un Uber. L'application disait qu'il arrivait dans 5 minutes. J'avais une dernière chose à faire, le mot.
J'en avais débattu avec Margot. Devais-je laisser un mot ou simplement disparaître sans laisser de traces? Laisse un mot, m'avait dit Margot. Sinon, ils vont appeler la police et signaler une disparition. Tu ne veux pas que les flics te traquent à Hawaï en pensant que tu as été kidnappé. Indique clairement que tu es parti de ton plein gré. Alors, je l'ai tapé à l'ordinateur. Je ne l'ai pas écrit à la main parce que je ne voulais pas qu'ils analysent mon écriture pour y trouver des signes de détresse. Je l'ai imprimé en gras, taille 24. Je l'ai scotché à l'intérieur de la porte vitrée. On pouvait le lire clairement depuis le perron, mais on ne pouvait pas l'arracher sans entrer. On pouvait y lire. Maman, comme je n'ai pas de vraie vie, j'ai décidé d'aller m'en trouver une. Je ne suis pas dans cet état. La maison est verrouillée. L'alarme est activée. La police a été prévenue d'éventuels intrus. N'essayez pas d'entrer. Joyeux Noël, Tessa. J'ai fixé le papier. Ça me semblait brutal. Ça me semblait définitif. Mon téléphone a vibré. L'Uber arrivait. Je suis sortie, j'ai verrouillé le pêne dormant, la poignée, et j'ai refermé la contreporte vitrée. J'ai testé, c'était bien fermé. J'ai descendu l'allée, la neige craquant sous mes bottes. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis montée dans la voiture. OR? A demandé le chauffeur. Oui, ai-je répondu. Terminal international, s'il vous plaît. Alors que nous nous engagions sur l'autoroute, j'ai reçu un texto de Britney. Et, les petits sont tellement impatients de te voir demain. Mason t'a fait un dessin. On se voit à 10 heures. J'ai ressenti un pincement de culpabilité pour les enfants. Mason était un petit garçon adorable. Ce n'était pas sa faute si sa mère et sa grand-mère étaient narcissiques. Mais je me suis rappelé, si je restais, j'apprenais à Mason qu'il est normal de traiter les femmes comme des servantes. En partant, je lui donnais peut-être une leçon plus dure, mais plus importante, sur le respect. J'ai balayé la notification. Je n'ai pas répondu. L'aéroport était une véritable fourmilière. C'était le chaos des fêtes partout, des bébés qui pleurent, des parents stressés, des retards, des annonces. Habituellement, cette atmosphère me stresse. Aujourd'hui, j'avais l'impression de planer au-dessus de tout ça. Je me suis avancée vers le comptoir d'enregistrement de la première classe. Il n'y avait pas de file d'attente. Enregistrement pour Moï? M'a demandé l'agent en souriant. Oui, ai-je répondu. Je vois que vous êtes au siège 1A. Le salon vous est ouvert. Bon vol, Tessa. Assise dans le salon, un verre de champagne offert à la main, j'ai enfin relâché mes épaules. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant le vol. Aucun nouveau message de maman. Elle devait être occupée à préparer son Noël vintage, certaine que son employé non rémunéré était en train de récurer les toilettes en attendant son arrivée. J'ai ouvert l'application Ring sur mon téléphone. J'ai vérifié le flux de la caméra. Mon perron était sombre et calme. La neige commençait à tomber, poudrant le paillasson. Le mot était visible, un rectangle blanc éclatant dans l'obscurité. J'ai ajusté les paramètres, alerte de mouvement activée, notification détaillée activée. Je voulais le voir. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'être témoin du moment où leur sentiment de supériorité se heurterait à la réalité. Le vol 492 pour Moï est en cours d'embarquement, a dit l'annonceur. J'ai fini mon verre de champagne. Les bulles piquaient agréablement ma gorge. Je suis entré dans l'avion. J'ai tourné à gauche, vers la cabine de première classe. Le siège était immense, une capsule qui se transformait en lit. Alors que l'avion roulait sur la piste, les moteurs ont rugi. J'ai senti la force de l'accélération me plaquer contre le siège. Nous avons décollé. Les lumières de Chicago s'étendaient sous mes pieds, une grille d'orange et de blanc. Quelque part là-bas, en banlieue, ma mère était probablement en train de se vanter auprès de ses amis d'avoir organisé les vacances parfaites. Au revoir, ai-je chuchoté. J'ai mis mon casque à réduction de bruit. J'ai sélectionné un film. Et pour la première fois en 10 ans, un 23 décembre, je me suis endormie sans avoir une boule au ventre. Je me suis réveillée avec une odeur d'hibiscus et d'eau salée. Ah! J'étais arrivée tard la veille et je m'étais effondrée dans le lit king size du complexe hôtelier. Nous étions maintenant le matin du 24 décembre, la veille de Noël. Je suis sortie sur le balcon de ma villa. L'océan était d'un turquoise brillant, presque irréel. Des palmiers se balançaient dans la brise légère. L'air était chaud et doux, comme une couverture. Il était 7 heures du matin à Hawaï. Ce qui signifiait qu'il était 11 heures à Chicago. Mon estomac a fait un bond. L'heure prévue pour déposer les enfants était 10 heures. J'avais dormi pendant l'événement.
Je me suis précipitée dans la chambre et j'ai saisi mon téléphone. Il était chaud, comme s'il avait travaillé sans relâche. L'écran était recouvert de notifications. 37 appels manqués. 15 messages vocaux. 84 textos. 22 alertes de mouvement de la caméra Ring. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Pas de peur, mais d'une étrange curiosité morbide. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai d'abord ouvert l'application Ring. Je voulais voir le film depuis le début. Je suis remontée jusqu'à l'horodatage de 10h04. La vidéo s'est chargée. 2 gros SUV sont entrés dans mon allée. La neige tombait dru maintenant, grise et fondante. La porte de la voiture de ma mère s'est ouverte. Elle en est sortie vêtue d'un manteau de fourrure et de talons hauts. Elle avait l'air magnifique et terrifiante. Britney et Tyler ont jailli de la deuxième voiture. Puis les portières se sont ouvertes et les clowns sont sortis de la voiture de clown. Les jumeaux, Lucas et Jacob, ont immédiatement sauté dans un tas de neige. Mason tapait Lily avec une épée en plastique. Britney luttait pour sortir le siège bébé. « Allez, on y va, on y va. » J'entendais la voix de ma mère sur l'enregistrement. Elle était nette et autoritaire. « Tessa, ouvre. On est là. » Elle a monté les marches. Elle n'a pas sonné, elle s'est contentée de marteler la porte en bois de son poing ganté. « Tessa. » Elle a attendu. Rien. Elle a martelé à nouveau. « Tessa, arrête de jouer. Il gèle ici. » Tyler est arrivé derrière elle, portant 2 valises énormes. « Elle dort ?» a-t-il demandé. « Elle a intérêt à ne pas dormir. » aboyait maman. Elle a attrapé la poignée de la porte. Elle a tiré. Ça n'a pas bougé. C'est fermé, a-t-elle dit, confuse. Elle a fouillé dans son sac. J'ai le double. Elle a sorti une clé et l'a enfoncée dans la serrure. Elle a tourné. Rien ne s'est passé. Mais qu'est-ce que... Elle l'a secouée. Elle est coincée. Tyler, aide-moi. Tyler a posé les valises et a essayé la clé. Maman, ce n'est pas la bonne clé. Elle ne rentre pas. Bien sûr que si. J'ai cette clé depuis 5 ans. Elle a dû changer les serrures, a dit Tyler. Pourquoi changerait-elle les serrures? A exigé maman. C'est alors qu'elle a levé les yeux. Pour la première fois, elle a remarqué le morceau de papier blanc scotché sur la vitre, juste à hauteur des yeux. J'ai regardé sur le petit écran ma mère se pencher pour lire le mot. J'ai vu ses lèvres bouger. J'ai vu le moment précis où les mots ont fait tilt. Sa main a volé à sa bouche. Elle a titubé d'un pas en arrière, manquant de glisser sur le verglas. Quoi? A-t-elle hurlé. C'était un son qui saturait le microphone. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? A demandé Britney, portant le bébé, grelottant dans le vent. Lisa, a hurlé maman en pointant la vitre du doigt. Regarde ce que ta sœur a fait. Tyler s'est approché et a lu à haute voix. Maman, comme je n'ai pas de vraie vie, j'ai décidé d'aller m'en trouver une. Je ne suis pas dans cet état. N'essayez pas d'entrer. Silence. Un silence absolu sur le perron, à l'exception du vent et des pleurs du bébé. Elle est sérieuse? A demandé Britney d'une voix tremblante. Elle est partie. Elle ne peut pas être partie. A crié maman. Je lui ai parlé. Elle était d'accord. C'est une blague. Elle est à l'intérieur. Tessa. Maman s'est mise à marteler la vitre des 2 poings. Ouvre cette porte tout de suite. Ce n'est pas drôle. J'ai des réservations. Les jumeaux se sont mis à pleurer. Le bruit augmentait. Maman, arrête, a dit Tyler, regardant autour de lui nerveusement. Tu vas casser la vitre. Je m'en fiche, hurlait maman. Elle a gâché Noël. Elle m'a menti. Elle t'a menti. Tyler a ri amèrement. Tu nous as dit qu'elle t'avait supplié pour faire ça. Tu nous as dit qu'elle se sentait seule. Ce maudit que tu lui as dit qu'elle n'avait pas de vraie vie. Je n'ai jamais dit ça, a immédiatement menti maman. Elle délire. Elle fait une dépression nerveuse. Eh bien, dépression ou pas, on est coincé dehors, a dit Britney, les larmes coulant sur son visage. Et mes enfants sont gelés. On va aller où? On va entrer, a déclaré maman. Tyler, casse la fenêtre à l'arrière. Je ne casserai pas de fenêtre, maman, a dit Tyler. Le mot dit qu'elle a appelé la police. L'alarme est branchée. Elle bluffe. Je ne risque pas la prison pour ça, a répliqué Tyler. Je suis passé au clip vidéo suivant. Horodatage, 10h15. Mon voisin, Monsieur Henderson, est apparu dans le cadre.
Il portait son peignoir et tenait une tasse de café, debout sur son propre perron, juste à côté. « Et » a crié Monsieur Henderson. « Moins de bruit. Il y a des gens qui essaient de dormir. » Monsieur Henderson. Maman a pris sa voix de charme artificielle, bien qu'elle se soit fêlée. Tellement désolée. Tessa semble avoir oublié que nous venions. Est-ce que vous auriez un double? Ou peut-être une échelle? Elle n'a pas oublié, a crié Monsieur Henderson en retour. Elle m'avait dit que vous risquiez de débarquer. Elle est à Hawaï. Elle m'a dit qu'elle était partie hier. Hawaï. Le mot est sorti de la bouche de ma mère comme une injure. Wep. Elle m'a dit que si vous m'embêtiez, je devais appeler les flics. Alors, vous partez ou je compose le numéro. Ma mère avait l'air d'être sur le point d'exploser. Son visage était un masque de pure fureur. On s'en va, a crié Tyler. Allez, maman. Monte dans la voiture. Non, je ne partirai pas tant que. Maman, le bébé devient bleu, a hurlé Britney. On doit aller chez toi. Ma maison n'est pas prête, s'est lamentée maman. C'est trop petit. Il n'y a rien à manger. Eh bien, tu aurais dû y réfléchir avant d'insulter ta baby-cité gratuite, a lancé Tyler. J'ai regardé alors qu'il jetait furieusement les valises dans les voitures. C'était chaotique, triste et absolument jouissif. Ils sont partis. Le perron était de nouveau vide, seul le mot s'agitait légèrement sous le vent. J'ai fermé l'application. Je suis restée assise dans la brise chaude d'Hawaï, le cœur battant à tout rompre. Je me sentais à la fois lourde et légère. J'ai repris mon téléphone pour vérifier les textos. Les messages étaient une chronologie des étapes du deuil. 10h05, maman, ouvre la porte. 10h06, maman, je sais que tu es là. 10h10, Britney, Tessa c'est quoi ce bordel, on gèle. 10h12, Tyler, c'est une blague? Ouvre. 10h20, maman. Tu es une enfant égoïste et ingrate. Je ne peux pas croire que tu fasses ça à ta famille. 10h30, Britney, maman dit que tu es partie à Hawaï. Tu es sérieuse? Qui fait ça? 10h45, maman. Réponds au téléphone. On est dans mon appartement. Les enfants pleurent. Il n'y a nulle part où les faire dormir. Tu dois revenir tout de suite. J'ai écouté un message vocal. C'était maman. Tessa, c'est ta mère. Je ne sais pas à quel genre de jeu malsain tu joues, mais ça s'arrête là. Tu vas prendre le prochain vol pour rentrer. Je me fiche de ce que ça coûte. On a des réservations au Ritz dans 2 heures. Tu dois prendre ces enfants. Si tu n'es pas rentré ce soir, ne prends même pas la peine de revenir dans cette famille un jour. La menace. L'ultimatum. J'ai tapé une réponse. Je ne voulais pas entrer dans le débat, mais j'avais besoin de remuer le couteau dans la plaie une seule fois. Juste pour lui montrer que ces menaces ne fonctionnaient plus. Je suis allée au bord de la piscine. J'ai commandé un métail au serveur. J'ai posé mes pieds sur la chaise longue, cadrant l'océan, le cocktail et mes jambes bronzées. J'ai pris une photo. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. J'ai joint la photo. J'ai écrit. Actuellement occupé à vivre ma fausse vie. La vue est superbe. Débrouillez-vous. Envoyé. Puis j'ai fait la chose la plus satisfaisante de toutes. Je suis allée dans les réglages. J'ai coupé les données cellulaires de ma ligne principale. J'ai activé le mode « Ne pas déranger ». J'ai mis le téléphone dans mon sac de plage. J'ai passé le reste du réveillon à lire un livre au bord de la piscine. Je me suis baignée dans l'océan. J'ai mangé de l'ananas frais. Pour le dîner, je me suis offert un steak et une queue de homard au restaurant du complexe. Le serveur a demandé « Une table pour une personne ». Oui, ai-je dit avec un sourire. Une table pour une. C'est parfait. À Chicago, je savais exactement ce qui se passait. Le Noël vintage de maman était mort. Il n'y avait pas de dîner de gala. Il n'y avait pas de visite de vignoble. Il y avait 6 enfants entassés dans un 2 pièces rempli d'antiquités fragiles. Il y avait des matelas gonflables par terre. Il y avait de la pizza à la place du filet mignon. Il y avait des cris. Il y avait des reproches. Et pour la première fois, je n'étais pas là pour tout encaisser. J'ai appris plus tard par ma tante Sheila ce qui s'était passé ce soir-là. Tante Sheila est la sœur de ma mère, mais elle a toujours été la tante cool. Elle adore le drama tant qu'il ne lui arrive pas à elle. Elle m'a appelé le 26 décembre. J'avais enfin rallumé mon téléphone pour vérifier les urgences. « Tessa » a-t-elle crié quand j'ai décroché. « Tu es une légende absolue.
Salut, tante Sheila, ai-je dit en riant nerveusement. J'imagine que tu es au courant. Au courant? Ma chérie, j'ai vu le rapport de police. Le rapport de police. Je me suis redressée sur mon lit. Attends, monsieur Henderson a vraiment appelé les flics. Oh, il les a appelés, c'est certain, mais pas quand ils sont arrivés la première fois. Il les a appelés cette nuit-là. Pourquoi? Apparemment, a commencé Sheila, visiblement ravie de raconter l'histoire, vers 20h le soir du réveillon. Tyler s'est enivré. Il était furieux d'être coincé dans l'appartement de ta mère avec les jumeaux qui hurlaient. Il a décidé qu'il allait s'introduire chez toi pour prendre la Xbox ou quelque chose pour distraire les enfants. Ou peut-être juste pour y dormir. Il y est retourné? Oui. Il a pris un Uber pour retourner chez toi. Il a essayé de forcer une fenêtre du sous-sol. L'alarme s'est déclenchée, la sirène forte. Bien, ai-je dit. C'est fait pour ça. Monsieur Henderson a appelé les flics immédiatement. Ils sont arrivés et ont trouvé ton frère en train d'essayer de ramper par une fenêtre dans la neige. Ils lui ont passé les menottes, Tessa. Ce n'est pas vrai. Si. Maman a dû y aller en pyjama pour payer sa caution et expliquer que c'était son fils. La police l'a laissé partir avec un avertissement, mais ils lui ont dit que s'il revenait, il serait arrêté pour violation de propriété. Maman était mortifiée. Tous les voisins regardaient. Je me suis allongée sur le lit, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement. Ma famille avait officiellement touché le fond. Alors, comment ça se passe à l'appartement? Ai-je demandé. C'est une zone de guerre, a dit Sheila. Britney ne parle plus à maman parce que maman ne cesse de critiquer la façon dont elle élève ses enfants. Tyler a la gueule de bois. Les enfants ont cassé la figurine ladro préférée de maman. Et maman? Eh bien, maman raconte à qui veut l'entendre que tu as rejoint une secte. Une secte? J'ai éclaté de rire. Oui. Elle dit que tu as été soumise à un lavage de cerveau par l'agenda libéral, pour détester les valeurs familiales. Bien sûr qu'elle dit ça. Mais écoute, Tessa, la voix de Sheila s'est adoucie. Bravo. Vraiment. On l'a tous vu venir. Elle t'a poussé trop loin. Merci, Sheila. Ça me touche beaucoup. Prépare-toi quand même quand tu rentreras. Ça ne va pas être beau à voir. Je sais, ai-je dit. Mais je n'ai plus la même personne qu'au départ. Qu'ils viennent. Je suis restée à Hawaï toute la semaine. J'ai prolongé mon voyage de 2 jours juste parce que je le pouvais. Pendant ce temps, la bataille s'est déplacée sur les réseaux sociaux. Britney a été la première à frapper. Elle a publié un long statut émotionnel sur Facebook, « Je ne lave jamais mon linge sale en public. Mais j'ai le cœur brisé d'avoir fait tout ce chemin pour Noël, pour me retrouver enfermée dehors dans la neige avec mes bébés. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi cruel. La famille est censée être tout ce qu'on a. Serrez vos proches très fort car on ne sait jamais quand ils vous tourneront le dos. » Les commentaires ont afflué rapidement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On prie pour vous. C'est un comportement dégoûtant. Puis maman a renchéri dans les commentaires, certaines personnes sont trop égoïstes pour comprendre l'amour. Nous faisons de notre mieux malgré la tragédie causée par ma propre fille. J'ai ressenti un éclair de colère. Elle contrôlait le récit. Elle faisait de moi la méchante. J'ai décidé de tout faire sauter. J'ai pris des captures d'écran. J'ai capturé l'email où maman mentait en disant que j'avais supplié pour garder les enfants. J'ai capturé les textos d'il y a quelques années où j'annulais mes projets pour les aider. Et j'ai tout posté, non pas en tant que statut, mais en commentaire juste sous la publication de Britney. J'ai écrit, et si on racontait toute l'histoire? Maman m'a dit que je n'avais pas de vraie vie parce que j'étais célibataire. Elle vous a dit que j'avais supplié pour garder les enfants. C'est faux. J'ai dit non à plusieurs reprises. Voir pièce A. L'email. Elle a essayé de m'utiliser comme main-d'œuvre gratuite pour pouvoir aller faire une dégustation de vin. Je suis une adulte. J'ai le droit de partir en vacances. Vous avez supposé que j'allais simplement obéir. C'est votre problème. La réaction a été instantanée. Les réactions tristes sont devenues des réactions GRRR ou waouh. Des cousins ont commencé à commenter. Attends, tante Diane a dit que Tessa s'était portée volontaire. Mon amie Margot a commenté, les preuves sont là. Britney a supprimé la publication en moins d'1 heure, mais le mal était fait. La vérité était sortie. Je suis rentrée le 2 janvier. Je suis entrée chez moi. Ça sentait le renfermé et le froid, mais j'étais en sécurité. Rien n'était cassé.
Le silence était magnifique. J'ai rallumé l'eau. J'ai défait ma valise. J'ai attendu la tempête, mais il n'y a eu que le silence. Un jour a passé. 2 jours. Pas d'appel de maman. Pas de texto furieux de Tyler. C'était la pierre grise à l'envers. Il ne savait plus comment me gérer. Les vieux leviers ne fonctionnaient plus. La culpabilisation ne marchait plus. La honte publique n'avait pas pris. J'ai repris le travail. Je me sentais plus concentrée que je ne l'avais été depuis des années. Enfin, le dimanche suivant, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra. C'était maman. Elle était seule. Elle tenait un Tupperware, l'éternelle offre de paix des mères du Midwest. J'ai ouvert la porte. Elle paraissait plus vieille. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement laqués. Elle avait l'air fatiguée. « Salut », a-t-elle dit. « Salut », ai-je répondu. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis restée sur le seuil, bloquant l'entrée. « Je t'ai apporté des lasagnes », a-t-elle dit en me les tendant. « Merci. » Je les ai prises. « C'est tout, Tessa ?» a-t-elle soupiré. « On peut arrêter ça ? C'est un cauchemar. Je n'ai pas dormi depuis des semaines. »« Ça a l'air difficile », ai-je dit, d'une voix neutre. « Ton frère et ta sœur sont furieux contre toi. Mais je leur ai dit de laisser tomber. Comme c'est généreux de ta part. »« Je ne comprends tout simplement pas ce qui t'est arrivé, » a-t-elle dit, me regardant avec une réelle confusion. « Tu étais si douce avant, si serviable. Pourquoi as-tu changé ? » ?»« Je n'ai pas changé, maman. Je me suis juste réveillée. »« On est une famille, » a-t-elle plaidé. « On s'entraide. »« Non, » l'ai-je corrigé. « Moi, je t'aide. Toi, tu m'utilises. Ce n'est pas la même chose. » Elle a tressailli. « Ce n'est pas juste. »« Si, c'est juste. Tu as dit que je n'avais pas de vraie vie. Eh bien, j'ai appris quelque chose à Hawaï. Ma vie est très réelle et mon temps est très précieux. » J'ai mis la main dans ma poche. J'avais préparé ce moment. J'ai sorti un morceau de papier plié. « C'est quoi ça ? » a-t-elle demandé en prenant le papier. « C'est un contrat, » ai-je dit. « Puisque tu sembles avoir du mal à comprendre les limites, je les ai écrites. » Elle l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la page. Accord de consultance et de garde d'enfants. Tarif, $50 par heure et par enfant. Tarif jour férié, $150 par heure et par enfant. Délai de prévenance, minimum 14 jours requis pour toute demande. Paiement, à compte de 50% à l'avance. Politique d'annulation, non remboursable. Note, toute violence verbale ou tout commentaire désobligeant concernant les choix de vie de la prestataire entraînera la résiliation immédiate des services. Tu veux me faire payer pour voir mes petits-enfants ? Elle avait l'air horrifiée. Non, ai-je dit. Si tu m'invites à dîner pour être une fille et une tante, je viendrai gratuitement. J'aime les petits. Mais si tu veux que je fasse du babysitting, si tu veux que je sois une prestataire de service pendant que tu vas faire des tours de vignoble, alors oui, c'est mon tarif. C'est ridicule. On ne paie pas sa famille. Alors la famille n'exploite pas la famille, ai-je rétorqué. Ce sont les conditions, maman. C'est ça ou rien. Si tu essaies encore une fois de me refiler les enfants sans demander, j'appellerai les services de protection de l'enfance pour abandon. Je ne plaisante pas, elle m'a fixé. Elle cherchait la faille. Elle cherchait la culpabilité. Mais elle ne l'a pas trouvée. Elle a vu une femme qui avait dépensé $5000 pour prouver un point et qui recommencerait sans hésiter. Très bien, a-t-elle murmuré. Elle a plié le papier et l'a mis dans son sac. Très bien. Parfait, ai-je souri. Merci pour les lasagnes. J'ai fermé la porte. Cela fait 4 mois maintenant depuis l'incident de Noël. Les choses sont différentes. Nous ne sommes pas cette famille soudée et heureuse que ma mère s'efforce de dépeindre sur Facebook, mais nous sommes honnêtes. Ou du moins, je le suis. Britney et Tyler me parlent toujours, principalement parce qu'ils ont besoin de soutien technique, mais la dynamique a changé. Ils demandent. Ils disent « s'il te plaît ». Ils disent « merci ». Ils ne m'ont plus demandé une seule fois de faire du babysitting, pas une seule fois, parce qu'ils savent que je leur enverrai une facture PayPal. Maman est distante. Elle joue la martyre auprès de ses amis, leur disant que je suis devenue froide et obsédée par ma carrière. Ça me va. Je peux supporter d'être la méchante dans son histoire, si cela signifie que je peux être l'héroïne de la mienne. Je prépare déjà mon prochain Noël. Je pense aller dans les Alpes suisses ou peut-être à Tokyo.
quelque part loin, quelque part de beau, quelque part qui soit indéniablement réel. Je repense à cette femme assise à la table des enfants il y a 3 ans, mangeant de la dinde froide, et j'ai envie de la serrer dans mes bras. J'ai envie de lui dire qu'elle vaut plus que son utilité. Si vous écoutez ceci et que vous êtes la Tessa de votre famille, la personne fiable, la célibataire, celle qui n'a pas de vraie vie, écoutez-moi bien. Votre vie est réelle. Votre temps vous appartient. Et parfois, la seule façon d'obtenir le respect est de brûler les ponts et de les laisser apprendre à nager. C'est donc mon histoire. Suis-je l'idiote de l'histoire pour être partie à Hawaï et avoir laissé ma famille se noyer dans son propre chaos? Ou aurais-je dû leur donner un dernier avertissement? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire de revanche savoureuse, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus de drama. Merci d'avoir regardé.